Donc, je vais sur la place où j'avais donné rendez-vous à tout le monde pour faire la révolution, donc. Et là, 15h, je suis tout seul. Du coup, je me dis, c'est pas grave, je vais faire la révolution tout seul. Mais bon, il y avait 40 flics et ils m'ont tous sauté dessus, donc... Ouais, j'ai postposé. Ouais. Allez, salut, hein. Aujourd'hui, on va parler révolution, encore. On va parler printemps arabe. Et on va parler, du coup, Égypte. Où on a une interview d'un réfugié égyptien, un réfugié politique, qui... C'est marrant parce que cette interview a été publiée aussi en Belgique. Ici, on va lire l'article de Mediapart parce qu'il est complet. C'est une série de plusieurs articles qui analysent un peu la situation en Égypte depuis la révolution qui s'y était produite. Et on va en lire qu'un seul parce qu'il est déjà assez long. Mais si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas à aller lire les autres qui sont tout aussi intéressants. J'aime beaucoup un peu m'informer de ce qui se passe chez les autres, et surtout quand ce sont des cultures différentes, parce que ça permet aussi d'avoir des regards extérieurs même sur notre monde, sur nous, notre pays, et de voir aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les autres pays. Parce que comme on a vu avec la Russie, il y a parfois des similitudes avec nos démocraties, et ça peut être intéressant parfois de voir quelles solutions on peut être apportées, ou justement, au contraire, qu'est-ce qui a encore plus foiré. C'est aussi intéressant de voir la pensée des gens sur le moment, etc. Donc cette interview est méga intéressante. Égypte, personne ne peut effacer la révolution, elle vit en nous. 10 ans après le soulèvement de la place Tahrir, si la dictature a triomphé sur le projet démocratique en Égypte, les idéaux révolutionnaires n'ont pas disparu. Ils continuent d'irriguer les vies et les rêves personnels de toute une génération. À l'approche du 25 janvier, date anniversaire du soulèvement de la place Tahrir, qui aboutit à la chute du dictateur Hosni Moubarak le 11 février 2011, donc tout juste 10 ans, des renforts d'agents de sécurité quadrillent la place Tahrir et fouillent les appartements alentours. Dans le centre de la capitale égyptienne, les sirènes stridentes des patrouilles de police perturbent le ronron habituel des klaxons. Alertés par de nouvelles vagues d'arrestations préventives, des jeunes évitent de traverser l'ancien épicentre révolutionnaire. Il y a un truc que j'aime bien chez Mediapart, c'est que c'est souvent bien écrit. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que pour la lecture, c'est beaucoup plus agréable. C'est comme s'il racontait une histoire, alors que sur les autres journaux, c'est beaucoup moins bien écrit. Voilà, je le dirais un peu comme ça. C'est trop... basique. Il n'y a pas de... Je le dirais un peu comme ça, il n'y a pas de style. Voilà. Même pour le symbole, personne n'aurait l'idée saugrenue de fêter l'anniversaire de cette amère décennie passée. Une accumulation de rêves brisés, lacérés par la restauration d'un régime militaire encore plus autoritaire et brutal que celui renversé en 2011. Alors, à quoi bon ? À quoi ont servi tous ces martyrs, se demandent des défaitistes. Le regret n'a pas sa place face à un événement qui n'était planifié par personne, répond Laïla Souhaïf, mathématicienne et militante de gauche depuis 5 décennies. Même si nous sommes vaincus et éparpillés, nous formons un mouvement de masse de milliers, voire de millions de personnes qui partagent les mêmes idées sur des sujets comme la démocratie et les droits humains. On est bien mieux armés qu'avant 2011 où personne ne nous écoutait, développe la célèbre activiste qui reçoit régulièrement des messages de soutien de simples passants ou même de soldats gardant les prisons où sont emprisonnés ses enfants. Sana Saïf et Alaa Abdel Fattah, deux figures de la jeunesse révolutionnaire, honnies du pouvoir actuel. Donc ça, par exemple, voilà, rien que dans ce paragraphe-là, ce qui est intéressant déjà, c'est que, visiblement, on oppresse une population qui n'a, finalement, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Parce que souvent, j'entends on lit plutôt, je lis sur Internet, des gens qui disent, voilà, dans leur pays, c'est comme ça, ils ont choisi. Mais non, ils n'ont pas choisi. C'est pas choisi, c'est... un peu comme ceux qui se plaignent de Macron en disant « moi je l'ai pas choisi ». C'est un peu la même chose. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui te dirige que pour autant tout le monde l'a choisi, et il est plébiscité et tout le monde l'adore. Voilà, c'est deux choses très différentes. Mohsen Mohamed, lui, avait 16 ans en 2011 quand des manifestations surgissent aussi dans sa ville tranquille de Mansoura, dans le delta du Nil. Sympathisant, il n'y prend pas part, happé par la vie normale puis ses études de commerce.
Puis en 2014, il est arrêté dans son université alors qu'il tente de protéger une étudiante de la matraque d'un policier. Après 5 années passées dans 7 différentes prisons, Mawson vient de sortir son premier recueil de poèmes, Personne ne répond au bout du fil. Une oraison funèbre des rêves de janvier, selon un critique littéraire égyptien de renom. Plutôt l'œuvre d'un des enfants de la Révolution, ce qui lui a permis de raconter une expérience universelle et s'évader alors que le corps était incarcéré, tempère le jeune poète inscrit en licence de philosophie. Jolie tête. L'air sympa. N'y voyez pas d'optimisme béat, mais la conviction déjà exprimée par Leila Soueif que le sombre présent ne doit pas réduire le champ des futurs possibles. Voir la police occuper aujourd'hui tout l'espace public pendant le mois de janvier est la preuve qu'elle a toujours peur, que la révolution est toujours présente. Même si elle n'a pas atteint ses objectifs politiques, personne ne peut l'effacer car elle vit en nous. Clame à 25 ans Mawson Mohamed, je suis désolé si je le dis mal, terminant chacune de ses phrases par un large sourire. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà, ça, je trouve que déjà le fait qu'il se soit fait arrêter en protégeant simplement une étudiante, une collègue finalement, je trouve ça hyper intéressant parce que ça, on a vu ça ici aussi, des gens qui défendaient des manifestants et qui se sont fait arrêter, la même chose. Alors évidemment, je fais des parallèles avec beaucoup de pincettes, hein, bien sûr. Mais je dis que c'est en tout cas intéressant. Ce sont des comparaisons qui méritent une réflexion et qui peuvent nous apporter quelque chose, je pense. On est d'accord ? De toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, vous pouvez bien sûr le dire en commentaire. Tout ça, c'est pour vous. La révolution déborde sur toutes les sphères de la vie. Pourtant, sur Google, comme dans les éditoriaux de la presse étrangère, c'est bien le mot « échec » qui ressort en premier pour résumer le bilan des soulèvements en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ou plutôt, des printemps arabes. Peu d'analyses ayant réussi à faire le deuil de cette vieille formule climato-prophétique contestée par ses participants. Inventé à l'origine en 2005 pour rassembler dans un même sac conceptuel les mobilisations populaires, hétéroclites et signes d'ouverture démocratique des années 2000, le cliché n'en finit pas de servir à déposséder les acteurs de leur révolte. L'automne étant inévitable, les Arabes seraient les seuls grands naïfs à avoir cru réalisable le slogan « Pain, liberté et justice sociale ». La dignité arabe est indéniable, tout comme son fiasco, assène Stephen A. Cook dans Foreign Policy. Comme si un des événements les plus marquants du XXIe siècle n'était qu'une histoire d'identité régionale, intrinsèquement défaillante, déconnectée de l'histoire universelle et du cycle des révolutions contre révolutions. Asef Bahia soutient au contraire que ces révoltes inédites qui en 6 mois ont renversé 4 dictateurs et déstabilisé les autres de la région sont le point de départ d'une nouvelle ère mondiale de rébellion. Dans son essai de référence Révolution sans révolutionnaire, le sociologue juge que leur remarquable politique de la place exprimée dans l'épisode de l'occupation de Tahrir a inspiré une série de mouvements Occupy dont la diffusion rapide à travers le globe renforce l'idée que nous sommes entrés dans un nouvel âge de politique populaire, dont Occupy Wall Street et le mouvement des Indignados espagnols sont les premiers héritiers. Et ça, vachement, vous vous rendez compte que quand même, donc, c'est hyper intéressant parce que nous, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens, on a peut-être toujours tendance un peu de penser que l'Europe ou l'Amérique est initiatrice de quelque chose. Moi, personnellement, je trouve que voilà, l'histoire contemporaine, et surtout fin des années 80-90, etc., c'était très fort. L'Amérique et l'Europe sont un peu le centre du monde, dans le sens où ils agissent. C'est eux qui vont répandre la démocratie, c'est eux qui, quand il y a un conflit, bim, ils vont faire les arbitres, etc. Et là, tout à coup, on a quelqu'un qui propose que maintenant, toutes les révolutions, donc on parle par exemple des Gilets jaunes, on parle en Belgique, qui a fait aussi quand même quelques remous en Belgique, mais on a beaucoup contesté aussi en Belgique la politique. En Amérique, on peut aussi parler de révolution, parce qu'effectivement, il y a un gros clivage, mais c'est un clivage, justement, ce clivage, c'est parce que les gens en ont ras-le-bol de ce genre de politique actuelle. Bref, tout ça, je trouve que c'est intéressant de voir que pour lui, son analyse, c'est peut-être nous qui l'avons initié. C'est peut-être parce que nous, on a commencé à faire la révolution, que vous avez fait la révolution.
Alors bien sûr, je dis révolution, hein, bien sûr, mais c'est surtout des contestations. Et là où par contre, là où je le rejoins 100%, c'est que c'est pas parce que c'est un échec que c'est perdu. Et encore, échec, du coup, c'est un grand mot. Est-ce que finalement, l'important, c'était pas d'abord que les gens intègrent une idée, en fait, simplement, selon laquelle ils pouvaient être plus libres, puisque visiblement, avant, c'était pas le cas. Ils osaient même pas l'envisager. Est-ce que c'est pas, du coup, quand même une victoire? Parce que du coup, le gouvernement qui est en place, il va pas tenir longtemps, peut-être. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Que reste-t-il alors de la révolution égyptienne ? Pas grand-chose, pourrait-on répondre en se limitant à l'analyse de la situation politique. En réalité, la révolution a tout remis en cause pour les individus qui ont participé à un événement bouleversant, voire traumatique. Près de 1000 Égyptiens ont été tués par la répression des manifestations en 2011, analyse le politiste Youssef El Chazli, qui a étudié les impacts sur la vie personnelle de révolutionnaires pour qui des obligations qui paraissaient naturelles avant les révolutions, comme trouver un emploi stable, se marier, suivre le modèle familial, vont être totalement repensées, élargissant la révolution aux autres sphères de la vie. Certains sont devenus athées, d'autres sont sortis des cursus prestigieux choisis par leurs parents ou ont créé leur start-up. Un homme qui se met à faire la vaisselle relève aussi des vies ultérieures à la Révolution, avance le chercheur à l'université Brandeis dans le Massachusetts. Éduquer autrement, pardon. J'ai compris que ce que nous prenions pour acquis ne l'était pas. Si nous avions réussi à dégager Moubarak, alors tout devenait possible avec un peu de ténacité. Alors que je croyais impossible d'avoir un impact sur la société, j'ai fini par réaliser un rêve après 3 années d'acharnement, résume Yasmina Abou Youssef à la tête de l'ONG Tawazol, liaison arabe, qui a inauguré il y a un mois une école alternative d'apprentissage au milieu d'un des quartiers les plus défavorisés du Caire. Alors désolé, je réponds vite fait à un message parce que c'est hyper important. Voilà. Parce qu'en fait, je fais ça juste avant un rendez-vous, donc bon. Dans un immeuble flambant neuf de 6 étages, près de 200 élèves passent des ateliers menuiserie, couture et argenterie à la salle de cirque, tout en gardant 3 jours pour suivre le programme officiel de l'école primaire. Les profits de leur création leur sont reversés. Mais vous voyez, ça c'est génial. Ça, je trouve ça vraiment trop bien. C'est qu'en fait, on a beaucoup méprisé, évidemment, ces pays qui avant étaient parfois des colonies. On a toujours méprisé, mais c'est parce que, voilà, on a un passé et on peut pas faire comme si ce passé n'existait plus. Comme si il n'avait aucun impact sur nos vies. Moi, mes grands-parents, notamment, ont été au Congo belge, à l'époque. Et c'est inévitable que ça a eu un impact sur leur vie, que ça a eu du coup un impact sur la vie de mon père, et que ça a eu un impact sur ma vie. Sur la vie de ma mère aussi, voilà. Vous comprenez où je veux en venir ? Je pense que justement, c'est hyper intéressant du coup de voir que c'est justement, finalement, ces pensées sont un peu les mêmes aussi que chez nous. Parce que chez nous, parfois, on a l'impression qu'il y a des mobilisations qui servent à rien. Je reprends les gilets jaunes du coup. Mais et si finalement, les gilets jaunes, ce n'était pas un échec, mais c'était le début d'autre chose ? Et si finalement, le fait que ça a été réprimé ne va pas amener plus de bénéfices que de pertes. Voilà. Et ça, ici, c'est littéralement, ici, vu que c'est encore plus contrasté, puisque ici, c'est carrément une dictature, eh bien, ça se remarque beaucoup plus, évidemment, qu'avec les Gilets jaunes, où on reste malgré tout dans une démocratie, évidemment. Voilà une petite photo de ce qu'ils font. Et donc, tous leurs bénéfices sont reversés au cœur d'un quartier populaire du Caire, l'école Tawazol, où près de 200 enfants suivent cours et activités artistiques et artisanales. Le peintre Ammar Aboubakr, je sais pas, j'ai envie d'apprendre l'arabe, mais j'ai pas encore eu le temps, dont les célèbres graffitis de martyrs révolutionnaires ont été effacés, s'est joint au projet. Non pas pour enseigner, mais collaborer avec les enfants bourrés de talent, mais qui n'ont pas d'opportunité. Cet ex-prof convaincu qu'il faut créer ses propres solutions sans rien attendre du système, prédit l'éclosion d'une génération d'artistes d'ici 15 ans, dans ce quartier paupérisé où la plupart des enfants doivent travailler pour survivre. L'éducation est le domaine où les changements sont plus visibles, selon Youssef El Chazli. Dans son article « La révolution comme une expérience de vie », le chercheur à l'université Brandeis, dans le Massachusetts, raconte l'histoire d'un jeune père activiste qui a choisi de valoriser les activités artistiques
extrascolaire de ses enfants, de les laisser choisir leur orientation et même débattre des choix télévisuels pour ne pas reproduire la figure de l'autorité paternelle absolue qu'il a connue. Et ça, c'est trop bien. Encore une fois. On a beaucoup à apprendre, je pense, personnellement. On a beaucoup à apprendre des autres. On a beaucoup à apprendre des autres cultures. C'est pour ça que moi, personnellement, le racisme, c'est quelque chose qui m'étonne. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et surtout, avant tout, à excuser. Le racisme, c'est quelque chose pour moi de tellement illogique, en fait. Parce qu'on a tellement à apprendre des autres cultures, justement. On a tellement à apprendre des personnes qui ont d'autres expériences de vie que nous. Et ça, typiquement, l'enseignement, c'est quelque chose qu'on néglige un peu, selon moi, dans la démocratie. Et si on la négligeait moins, on aurait eu moins de problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer, évidemment, trop profondément dans le sujet. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'éducation, il faut y prendre soin. Et c'est pour ça, c'est exactement ce que j'expliquais avec la Russie tout à l'heure, c'est pour ça que les premiers, ce sont les jeunes qui vont se révolter. C'est les jeunes qui vont initier quelque chose. Parce qu'en fait, les jeunes apprennent différemment que ceux qui ont déjà appris, entre guillemets. Les parents, souvent, se reposent sur ce qu'ils connaissent déjà, et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'effectivement, en changeant en fait des petits trucs, parfois dans l'éducation, on arrive à avoir un effet boule de neige, quoi. Et je trouve ça assez fou. Un corps sain pour réparer l'esprit abîmé. Je n'ai aucune prise sur ce qu'il se passe dans le pays, mais je peux changer mon être et apporter une amélioration immédiate dans la vie des gens grâce à l'exercice physique, témoigne Sarah Carr, entre 2 levées de poids de 40 kg. Les voir devenir forts et reprendre confiance est extrêmement gratifiant. Et ça, c'est aussi... Voilà, j'arrête pas de dire c'est très cool. Je me répète 1 milliard de fois, mais en même temps, c'est le cas. C'est vraiment... Voilà, si vous n'êtes pas en accord avec le système, faites vos propres initiatives. Parce que ces gens-là, même dans une dictature, arrivent à mettre en place des initiatives, je vais mettre des gros guillemets, mais pour rendre le monde meilleur. Alors, n'hésitez pas. Tout simplement. Évidemment, tant que ce n'est pas un appel à la violence, hein, bien sûr. En 2013, après le massacre du sit-in de Rabat, cet ex-reporter se sent vaciller, dévoré toute crue par le journalisme. Après une décennie à couvrir la brutalité qui l'entoure, elle découvre la magie de l'haltérophilie. En un mois, on observe des changements physiques et psychologiques fantastiques grâce aux endorphines. La trentenaire suit une formation et devient la coach de ses consoeurs. À 44 ans, elle a atteint son objectif. Être sa propre patronne. Le salon de son grand appartement, qui servait il y a 10 ans d'air de repos aux activistes de Tahrir, s'est mué en salle de sport. Grâce au bouche à oreille, le Cairo Strength, la force du Caire, est devenu l'adresse préférée de tous les inadaptés, femmes, LGBTQ et gros. Ici, à la différence des temples ordinaires de la sueur, les regards en coin sont priés de rester à la porte, précise le formulaire d'inscription. C'est trop bien. Rendre confiance à des gens qui l'ont perdu, c'est trop bien. C'est trop bien. Les 2 tiers de la population égyptienne ont moins de 30 ans. Alors que la génération précédente n'avait connu qu'un seul patriarche à la tête de l'État égyptien, les adolescents de 2011 ont été bercés par les cris de révolte et les revendications de liberté. S'il faudra plus d'une décennie pour en mesurer les effets, les réseaux sociaux donnent déjà un aperçu du changement radical de ton. Nous sommes les enfants de guerre et révolution, bénis par des héros vivants avec des martyrs pour modèle de référence. Nous connaissons le goût du silence et nourrissons une haine absolue à son égard. Nous sommes des trouble-fêtes, pas des paillassons, écrit Fadila Khaled sur un des posts Instagram les plus partagés de la fin 2020. Le régime l'a bien compris et tente de verrouiller la toile, sur laquelle on parle de questions féministes comme le reste de l'espace public. Et je trouve que c'est une excellente fin pour cet article. Ces populations, par l'extrême droite totalement dénigrées, totalement insultées, ici montre justement, c'est pour ça que j'adore ce genre d'article, il y a, dans la psychologie, c'est tellement similaire à ce qu'on voit aujourd'hui, je trouve, c'est tellement similaire à ce qu'on peut voir dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans les pays démocratiques aussi, qui ont eux-mêmes, par exemple, été bercés dans du non-racisme.
finalement ma génération, mais même quand je vois simplement des plus jeunes que moi, quand je vois des évidences, des choses qui sont pour eux évidents, et qui, même déjà pour ma génération, enfin ma génération, quand je dis ma génération, mais je parle plutôt des gens autour de mon âge, parfois sont déjà un peu plus nuancés alors que ça devrait être évident. C'est clair que je voyais par exemple, quelqu'un m'avait dit un jour, non mais le racisme, enfin ça n'a aucun sens, enfin il y a personne chez les jeunes qui sont racistes. Et je trouvais que c'était une... Alors voilà, je trouvais que c'était une phrase intéressante parce que c'est effectivement... bien sûr, comme partout, il y a des jeunes racistes, partout. Enfin voilà, on peut toujours nuancer. Mais c'est clair que le racisme est devenu quelque chose d'inacceptable, même par exemple pour l'extrême droite qui se défend constamment de ne pas être raciste et discriminant. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on avance pas par pas, avec des pensées qui petit à petit s'imprègnent, qui deviennent des évidences. Et donc même si on ne peut ne pas apprécier le monde dans lequel nous vivons, je pense que nous pouvons vraiment quand même voir les avancées, se dire que peut-être que ça avance lentement, mais ça avance. Et ça, c'est déjà cool. Voilà. C'est mon opinion, bien sûr. N'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire. Histoire peut-être, voilà, si j'ai dit des conneries, évidemment, je peux dire plein de conneries. Hein. Donc n'hésitez pas, évidemment, à mettre en commentaire si vous avez des informations supplémentaires, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, bien sûr, même si vous voulez juste dire « c'est cool !» ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, comme vous voulez. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre article, comme d'hab. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt. Yes! Mais en fait, le problème, c'est que si je fais ça à la fin, genre, bon, fin du rec.